on prenne un temps d'échange, questions-réponses à la fin de chaque partie pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure, plutôt que de garder les questions pour la fin. Alors, c'est parti. La responsabilité civile de l'élu local, donc comme je le disais, la question ici qui est posée, c'est de savoir, est-ce que c'est nécessairement à la collectivité qui faut indemniser une victime, ou est-ce que vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de fonction pour indemniser une victime. Exemple, un enfant s'est blessé sur une aire de jeu, un agent est tombé d'un échafaudage, une entreprise a été écartée d'un marché public et estime que l'entreprise qui a été retenue a été favorisée. Donc, un administré s'est vu refuser un permis d'allotir qui finalement, il a obtenu gain de cause devant une juridiction administrative, mais il a un retard dans son projet et donc il a subi un préjudice. À qui toutes ces personnes peuvent demander réparation de leur préjudice? Est-ce que c'est nécessairement à la commune ou est-ce à l'élu personnellement qu'il reviendra d'indemniser la victime? Donc vous voyez que la question n'est pas neutre. Et en la matière, on va voir, eh bien, tout dépend. Tout dépend du type de faute qui vous est reproché. Et effectivement, on distingue deux types de fautes. S'il s'agit d'une faute de service, à ce moment, ce n'est pas à vous personnellement en tant qu'élu qu'il revient d'indemniser la victime, mais c'est la responsabilité de la collectivité. Et cette responsabilité de la collectivité, elle sera recherchée devant les juridictions administratives. Donc les juridictions administratives, tribunal administratif, on appelle cour administrative d'appel, et en cassation, le Conseil d'État. Faute de responsabilité de la collectivité. Faute personnelle, responsabilité personnelle de l'élu. Donc là, vous voyez bien que c'est la collectivité qui va engager son patrimoine. Autant, s'il vous fait de son patrimoine, imputer une faute nelle, c'est votre responsabilité propre et donc votre patrimoine propre qui sera mis à contribution pour indemniser la victime. Et votre responsabilité, à ce moment-là, elle sera recherchée devant les juridictions judiciaires. Alors maintenant, c'est le tribunal judiciaire, chambre civile, et ensuite, cour de cassation. Vous allez me dire, c'est bien joli, on a compris que faute de service, c'est la responsabilité de la collectivité, faute personnelle, c'est notre responsabilité propre. Mais effectivement, il y a une question qui vous brûle les lèvres, c'est, mais qu'est-ce qu'une faute de service et qu'est-ce qu'une faute personnelle? Alors, faute de service, pour reprendre une définition qui a été donnée par le commissaire du gouvernement, l'affaire hier, dans une affaire qui a été jugée au XIXe siècle, c'est une faute qui révèle un homme plus sujet à l'erreur. C'est le cas classique de l'accident. Il y a un accident. En cas d'accident, en principe, ce n'est pas à vous qu'il revient d'indemniser la victime, c'est à la collectivité de le faire, si tant est que la responsabilité de la collectivité est engagée. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un accident qu'automatiquement la responsabilité de la collectivité est engagée. D'accord? Mais s'il y a une recherche en responsabilité, en cas d'accident, ce n'est pas à vous qu'il revient d'indemniser la victime, mais c'est à la collectivité, et donc pas derrière elle, ce sera l'assureur de la collectivité. Pour vous donner un exemple, nous sommes en période de crise sanitaire. Parmi les consignes qui sont données, vous avez notamment la désinfection des locaux. Donc, imaginons un administré qui rentre dans les couloirs de la mairie, la serpillière vient d'être passée, le sol est glissant, notre administré glisse, tombe dans les escaliers, pas de bol, coup du lapin. Bon. Un administré qui rentre vivant dans une mairie, vous en conviendrez avec moi, qu'il a le droit d'en ressortir vivant. Donc, ces ayants droit vont pouvoir demander réparation de leur préjudice, non pas auprès du maire, non pas auprès de la femme de ménage, mais auprès de la collectivité. D'accord? Et donc, s'ils estiment qu'il y a une responsabilité, ils devront rechercher la responsabilité de la collectivité pour obtenir réparation de leur préjudice. Ça, c'est une faute de service. La faute personnelle, toujours pour reprendre la définition du commissaire du gouvernement de l'affaire hier, c'est une faute
révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses. Les élus locaux, comme les fonctionnaires, comme tout un chacun, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent avoir leur travers. Et donc, s'ils utilisent leur fonction, par exemple, à des fins personnelles, pour le coup, ils commettent une faute personnelle et non plus une faute de service. Pour vous donner un exemple, ça va être le cas d'un élu, ça a été le cas d'un élu qui a fermé un établissement recevant du public en invoquant des motifs de sécurité. Et en fait, on a creusé un peu, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout un motif de sécurité qu'il avait fait fermer l'établissement en question, parce que c'était un fonds de commerce qui était concurrent à celui de son épouse et il avait voulu éliminer comme ça un concurrent. Bon. Ici, manifestement, vous êtes d'accord avec moi, on est au niveau de la faute personnelle. Et donc, responsabilité personnelle de l'élu, ça veut dire que le concurrent qui a été éliminé, il peut bien actionner la responsabilité personnelle du maire qui a fait fermer son établissement. Autre exemple, ça ne se passe pas en Haute-Loire, mais ça se passe dans un département voisin. C'est un maire, président de chez LM, qui avait délivré des logements sociaux en échange de faveurs de nature sexuelle. Pas bien. Là aussi, manifestement, on est au niveau de la faute personnelle. Donc, responsabilité personnelle de l'élu. J'ai pris ici des exemples volontairement caricaturaux pour que vous compreniez bien la nuance et la distinction entre faute de service et faute personnelle. En pratique, quand on rentre dans le détail de certaines jurisprudences, on s'aperçoit que la frontière entre la faute de service et la faute personnelle, elle est parfois très ténue. Et qu'on peut facilement glisser de la faute de service à la faute personnelle. Et dans la diapositive suivante, nous verrons qu'il y a des zones grises et que les juges ne sont pas toujours d'accord entre eux pour apprécier s'il s'agit d'une faute de service ou d'une faute personnelle. Donc attention, et on va voir qu'effectivement, le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 décembre 2015, a apporté des précisions très importantes qui sont considérées comme étant constitutives d'une faute personnelle. Alors, petite précision, vous voyez ici dans les diaporamas, vous avez en bas des références qui vous sont proposées. Alors ici, c'est un arrêt du Conseil d'État. Dans d'autres cas, ça peut être des textes de loi, par exemple du Code général des collectivités territoriales ou du Code pénal. Chaque fois que vous avez ces références qui vous sont proposées, dans le diaporama, les liens sont cliqués. D'accord ? Donc vous pouvez avoir accès au si vous souhaitez aller plus loin. Je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a jugé le Conseil d'État le 30 décembre 2015? Ça s'est passé dans une commune du sud-est de la France. Il y avait un maire qui achetait un véhicule de gros cylindrée sur deniers publics qu'il utilise à des fins privées et il passe même les clés du véhicule à son fils, lequel fils est flashé au volant du véhicule à l'extérieur de la commune. Le maire, il est poursuivi pour détournement de fonds publics pour cette affaire. Donc, première affaire. Et le même élu, au cours d'une réunion publique, il tient des propos d'incitation à la haine raciale. Et donc, il est poursuivi pour incitation à la haine raciale. Donc, on a un maire qui est poursuivi pour deux affaires, pour détournement de fonds publics et pour incitation à la haine raciale. Et il demande à la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle pour que les frais d'avocat soient pris en charge par la collectivité, ces frais d'avocat. Qu'est-ce que c'est que la protection fonctionnelle? La protection fonctionnelle, c'est une obligation qui pèse sur les communes, qui concerne aussi bien les élus locaux que les fonctionnaires territoriaux. Donc, c'est les mêmes règles qui s'appliquent aussi bien pour les élus locaux que pour les fonctionnaires territoriaux. Si un élu local ou un fonctionnaire territorial, dans l'exercice de ses fonctions, agressé, injurié, attaqué, il a le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Ça veut dire que puisqu'il a été victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions, ce n'est pas à lui qu'il revient de payer son avocat pour intenter une procédure contre l'auteur des faits, mais c'est à la commune de prendre en charge cet avocat au titre de la protection fonctionnelle. Donc ça, c'est le premier volet de la protection fonctionnelle. Et un deuxième volet de la protection fonctionnelle,
C'est l'hypothèse où l'élu ou le fonctionnaire territorial est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions. Et si un fonctionnaire territorial ou un élu local est poursuivi pénalement dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, c'est à lui personnellement qu'il revient de payer son avocat, c'est à la collectivité de le faire, mais c'est automatique, sous réserve que l'élu local ou le fonctionnaire territorial n'ait pas commis de faute personnelle. On retrouve la notion de faute personnelle. Si l'élu a commis une faute personnelle, la collectivité ne doit pas le défendre. Et c'est à l'élu personnellement qu'il revient de se défendre sur ses deniers personnels. Donc je reviens à mon exemple où l'élu était poursuivi pour détournement de fonds publics et pour propos d'incitation à la haine raciale. Il demande donc à la collectivité le bénéfice de la protection fonctionnelle et le conseil municipal lui octroie le bénéfice de cette protection et donc il paye les frais d'avocat. D'accord ? Sauf que le préfet n'est pas d'accord, il exerce un déféré préfectoral et ça va devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel, et ça remonte jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, vous voyez, dans 2 arrêts rendus le même jour, parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 affaires, et bien dans 2 arrêts rendus le même jour, le Conseil d'État a rendu effectivement une décision très importante, parce qu'il va, avec ces 2 arrêts, définir les critères qui permettent de caractériser une faute personnelle. Critères qui, je l'insiste, sont alternatifs et non pas cumulatifs, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un de ces critères soit réuni pour que la faute personnelle soit caractérisée. Premier critère, chaque fois qu'il y a faute personnelle, chaque fois qu'un élu poursuit des préoccupations d'ordre privé. Chaque fois qu'un élu recherche un intérêt personnel, il y a faute personnelle. Et là, nous dit le Conseil d'État, l'élu, lorsqu'il a fait acheter sur deniers publics le gros cylindré qu'il utilise à des fins privées, il a bien poursuivi des préoccupations d'ordre privé. Donc, il a commis une faute personnelle. Donc, ça veut dire que la commune ne pouvait pas en prendre en charge les frais d'avocat de l'élu. C'était à l'élu de se défendre personnellement. Sachant que l'appréciation de la commune, elle se fait alors que l'élu n'a pas encore été jugé, on est bien d'accord. Et donc, alors qu'il est encore présumé innocent. Mais nonobstant le principe de la présomption d'innocence, si la commune estime que l'élu a commis une faute personnelle, eh bien, le conseil municipal doit refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. Deuxième critère, l'élu a eu un comportement incompatible avec l'exercice de la fonction publique. Et là, nous dit le Conseil d'État, les propos d'incitation à la haine raciale sont incompatibles avec l'exercice de fonction publique. Et donc, là aussi, l'élu ne peut pas obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle pour se défendre. C'est à lui de se défendre sur ses deniers personnels. Premier critère, la préoccupation d'ordre privé. Deuxième critère, un comportement incompatible avec l'exercice de fonction publique. Troisième critère, l'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Alors, j'ai vu passer un message comme quoi le diaporama. Est-ce que tout le monde voit ma diapositive? Ouais. Oui. Oui. Non, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau du diaporama. Pour l'instant, on est sur la distinction faute personnelle, faute de service, avec les 3 critères, ici. L'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Et j'insiste particulièrement sur ce critère. Pourquoi j'insiste sur ce critère? Parce que d'une particulière gravité, ce n'est pas une faute personnelle. Ce n'est pas nécessairement, une faute intentionnelle. D'accord? On va le voir d'ailleurs dans la diapositive suivante, que dans certains cas, vous pourrez engager votre responsabilité civile personnelle, y compris si vous n'avez pas commis une faute intentionnelle. D'autre part, on va le voir également, la faute d'une particulière gravité, ce n'est pas nécessairement les situations dans lesquelles vous avez poursuivi un intérêt personnel. Et enfin, vous et moi, le curseur de la faute d'une particulière gravité, nous ne le plaçons pas nécessairement au même endroit, selon notre appréciation.
Et ce qui est valable pour vous et moi, l'est aussi pour des magistrats. Et on va voir que les magistrats ne sont d'ailleurs pas toujours d'accord entre eux pour apprécier si l'élu a commis ou non une faute d'une particulière gravité, alors que les conséquences ne sont pas neutres. Parce que si le juge estime que vous avez commis une faute d'une particulière gravité, on va se situer ici au niveau de la faute personnelle, et donc ça voudra dire responsabilité personnelle de l'élu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous de payer votre avocat pour vous défendre, et ça veut dire également que c'est à vous, éventuellement, d'indemniser la victime sur vos deniers personnels. Alors, quelles sont les zones grises? Première zone grise, c'est la faute non intentionnelle d'une particulière gravité. Là, on est dans quelle hypothèse? On est dans l'hypothèse d'un accident, donc vous n'avez pas voulu blessure, vous n'avez pas voulu le décès des personnes. Et par contre, c'est une faute d'une particulière gravité, c'est-à-dire que certes, vous n'avez pas voulu la mort, certes, vous n'avez pas voulu les blessures, mais quand même, vous avez eu un comportement particulièrement dangereux qui fait que... Et est-ce qu'on est toujours au niveau de la faute de service ou à la faute personnelle? Si je reprends l'exemple de la serpillière de tout à l'heure, imaginons que la semaine précédant cet accident, il y avait déjà eu un premier accident similaire. Premier accident similaire, et comme par hasard, les deux fois, c'était deux opposants au maire qui sont décédés. Ça commence à faire beaucoup. Puis la première fois, on avait identifié les causes, on avait dit, oui, effectivement, le produit utilisé par la femme de ménage, il est particulièrement glissant, et puis dorénavant, plutôt que de faire le ménage pendant les heures d'ouverture au public, eh bien, on fera le ménage après la fermeture des bureaux au public. Donc, c'est facile à mettre en œuvre. On n'a pas tardé à mettre en œuvre ces mesures qui étaient faciles à mettre en œuvre. Et une semaine après, rebelote, deuxième accident. Est-ce qu'on est toujours au niveau de la faute de service et donc responsabilité de la collectivité, ou est-ce qu'on n'a pas déjà glissé au niveau de la faute personnelle et donc responsabilité personnelle de l'élu? Et bien là-dessus, les juges ne sont pas vraiment d'accord entre eux. Vous avez des juridictions du fond, des juridictions de premier degré ou les juridictions d'appel qui considèrent que dans ces situations, c'est à l'élu personnellement qu'il revient d'indemniser la victime. La chambre criminelle de la Constitution, pour sa part, donc celle qui a le dernier mot final, si on va jusqu'à elle, la Cour de cassation, pour sa part, considère que dès lors qu'on est du domaine non intentionnel, même si on a commis une faute d'une particulière gravité, eh bien, c'est la responsabilité de l'administration et non pas la responsabilité personnelle de l'élu. Exemple, alors ça se passe dans une collectivité, mais je vous le cite parce que je trouve que c'est assez illustratif du raisonnement du juge. Et puis après, je citerai un deuxième exemple qui concerne une collectivité. Là, ça se passe dans un hôpital public, vous avez une maternité et vous avez un gynécologue qui est d'astreinte, qui est de garde. Il est chez lui, mais il peut être à tout moment si jamais il y a un accouchement qui se passe mal. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un accouchement qui se passe mal, il est appelé et il refuse de se déplacer. Malheureusement, l'accouchement se passe vraiment mal et la patiente décède. Et donc, notre gynécologue, qui était d'astreinte, qui ne s'est pas déplacé, est poursuivi au pénal pour homicide involontaire. Donc, sur le plan de la responsabilité pénale, il est condamné. Se poser la question de savoir est-ce que c'était à lui qu'il revenait d'indemniser la victime? D'accord? Est-ce qu'il avait commis une faute personnelle? Parce que si on considère qu'il a commis une faute personnelle, c'est bien à lui qu'il revient d'indemniser la victime et non pas à l'hôpital. Et les juges de première instance et les juges d'appel, ils disent oui, le gynécologue a commis une faute personnelle en refusant de se déplacer. Et donc, c'est à lui, personnellement, qu'il revient d'indemniser. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation, elle, culpabilité de l'élu, du gynécologue sur le plan. Par contre, sur le plan civil, elle casse l'arrêt d'appel
en disant oui, il y avait une faute d'une particulière gravité de la part du gynécologue, je vais y arriver, mais par contre, il s'agissait d'une faute non intentionnelle, et donc ce n'est pas à lui qu'il revient d'indemniser la victime, mais à l'hôpital. D'accord? Bien que, on est bien d'accord, le gynécologue avait quand même commis une faute d'une particulière gravité. Et la Cour de cassation, la chambre criminelle, pour l'instant, parce qu'elle peut encore changer de jurisprudence, hein, vous savez, il y a des fois ce qu'on appelle des revirements de jurisprudence. En l'état actuel, la chambre criminelle de la Cour de cassation est constante en la matière et applique exactement le même raisonnement pour les élus locaux. Si on prend le cas de le maire a été poursuivi au pénal, donc il a été condamné au pénal. En première instance, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne avait considéré que l'élu avait commis une faute d'une particulière gravité et donc il s'agissait d'une faute personnelle et donc avait condamné l'élu à indemniser sur ses deniers personnels la victime, les victimes. La Cour d'appel de Poitiers a confirmé la culpabilité de l'élu sur le plan pénal, mais par contre, sur le plan civil, appliquant la jurisprudence de la chambre criminelle, a considéré que dès lors que l'élu n'avait pas voulu les décès, eh bien, c'était une faute de service et donc c'était la collectivité qu'il revenait d'indemniser la victime en partage avec la responsabilité de l'État. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2018, a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers. Donc, le maire a été déclaré coupable pénalement, mais sur le plan civil, les victimes ont été invitées à saisir les juridictions administratives et à rechercher la responsabilité en partage avec celle de l'État. Donc, la première zone grise, faute non intentionnelle d'une particulière gravité. Vous voyez qu'entre les juges, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et que il peut y avoir débat sur ce champ-là. Autre exemple, le non-respect de la réglementation. Ça peut être par exemple en matière de marché public. Vous avez des marchés publics à respecter. Imaginons que vous fassiez une boulette dans l'application du Code des marchés publics et que cette boulette, elle conduise à ce qu'une entreprise soit retenue et qu'une autre soit écartée et que celle qui soit écartée dise « Ah oui, mais si j'ai été écarté, c'est parce que vous avez commis une boulette. » La boulette en question, est-ce que ça va être une faute de service et responsabilité de la collectivité ou est-ce que ça va être une faute personnelle parce que le juge estime que vous avez commis une faute d'une particulière gravité? Et bien là, ça va être une appréciation qui va se faire au cas par cas par le juge. Le juge pourra considérer parfois que vous n'avez pas commis de faute personnelle et donc ça sera la responsabilité. Et s'il estime que la boulette en question est d'une particulière gravité, il pourra considérer qu'il s'agit d'une faute personnelle et donc la responsabilité personnelle de l'élu. Et c'est pareil en matière d'urbanisme. En matière d'urbanisme, vous voyez un arrêt de la Chambre civile du 25 janvier 2017, qui est ici, que je vous propose. Quels sont les faits? Les faits sont les suivants. Un administré demande un permis d'allotir pour construire un lotissement sur ses parcelles. Refus de la commune. Rien de très classique. L'administré attaque ce refus devant les juridictions administratives et les juridictions administratives donnent raison à l'administré en disant le refus n'était pas fondé. Très grave. Au cours de votre mandat, vous prendrez des décisions qui pourront être contestées devant le juge administratif. C'est un drame. Ça peut arriver. Il n'y a rien de dramatique. Ce n'est pas un procès que l'on fait à vous. C'est un procès à la décision, à l'acte que vous avez pris. C'est jamais agréable, évidemment, d'être jugé par le juge. Mais, encore une fois, il n'y a rien de dramatique en soi. Ce n'est pas un procès que l'on fait à vous. C'est un procès qu'on fait à l'acte que vous avez pris ou que vous avez opposé à l'administré. Donc là, le juge administratif donne raison à l'administré. Là où ça se complique, c'est que l'administré, bon, je suis content d'avoir obtenu une satisfaction devant le juge administratif. Pour autant, j'ai subi un préjudice. J'ai subi un préjudice, et ce préjudice
c'est que moi, mon projet de lotissement, il a pris du retard et donc j'ai gagné. Là aussi, bon, ça peut arriver. Logiquement, l'administré, dans ces cas-là, il va rechercher qui? Il va rechercher la responsabilité de la commune. Sauf que là, au lieu de rechercher la responsabilité de la commune, il recherche la responsabilité personnelle du maire. Il recherche la responsabilité personnelle du maire dans les questions judiciaires. Assez surprenant. Et qu'est-ce que dit le juge judiciaire? En première instance et en appel, le juge judiciaire dit quoi? Il dit non, vous ne pouvez pas rechercher la responsabilité personnelle du maire parce que le maire n'a pas commis de faute personnelle, il n'a recherché aucun intérêt personnel. Certes, il a mal apprécié peut-être les dispositions du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme, mais pour autant, il n'a recherché aucun intérêt personnel. Donc, si vous avez un préjudice, eh bien, vous demandez réparation de votre préjudice à la collectivité devant les juridictions administratives, mais vous ne pouvez pas rechercher la responsabilité civile personnelle du maire devant les juridictions judiciaires. Sauf que la Chambre civile de la Cour de cassation, le 25 janvier 2017, qu'est-ce qu'elle dit? Elle, et c'est là où j'attire votre attention, ce n'est pas parce que l'élu n'a pas recherché d'intérêt personnel que pour autant il n'a pas commis de faute personnelle. Il faut regarder si l'élu a une faute d'une particulière gravité dans l'application des règles d'urbanisme. Et on retrouve le même critère qu'a posé le Conseil d'État tout à l'heure. D'accord? La Chambre civile de la Cour de cassation rejoint la jurisprudence du Conseil sur cette notion d'une faute d'une particulière gravité. Et là, on a un exemple concret. Est-ce que le maire a ou non commis une faute d'une particulière gravité? Alors, ça ne veut pas dire que, dans le cas que je viens de citer, la responsabilité civile personnelle du maire sera retenue au final, parce que là, il y a une juridiction de renvoi qui devra se prononcer. Mais si le juge estime qu'il a commis une faute d'une particulière gravité, à ce moment-là, effectivement, l'élu pourra engager son patrimoine personnel pour indemniser le propriétaire qui a subi un retard dans son projet immobilier. Vous êtes toujours avec moi? Oui? Je suis clair pour l'instant? Alors, avant de prendre les questions... On a même plus de monde qu'au début. On a du monde qui nous a rejoints. Oui. Très bien. Donc, avant de prendre les questions, une dernière diapositive sur laquelle j'attire votre attention. On a vu faute de service, responsabilité de la collectivité. Faute personnelle, responsabilité personnelle de l'élu. Simplement, ça ne répond pas à toutes les situations. Parce que des fois, un même dommage peut trouver sa source dans plusieurs causes. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a à la fois une faute de service et une faute personnelle qui a contribué à la réalisation de l'accident? Exemple, je suis élu dans ma commune, je me rends sur une réunion de chantier, je prends le kangou de la commune, comme je suis un peu à la bourre, j'appuie sur l'accélérateur. En rentrant sur la réunion de chantier, je cause un accident de la circulation dont je suis responsable. L'enquête va établir que l'accident est imputable à mon excès de vitesse, donc là c'est une faute personnelle, et il est imputable aussi à un défaut d'entretien du véhicule parce que les freins étaient défectueux, et là il s'agit d'une faute de service. Est-ce que c'est moi qui dois indemniser la victime que j'étais en excès de vitesse, ou est-ce que c'est la commune parce que le véhicule qu'elle m'a fourni était défectueux? Eh bien, voilà, le juge a répondu quoi? C'est la victime qui décide, ce qu'on appelle le droit d'option. Donc la victime peut, à son choix, actionner la responsabilité de la collectivité parce qu'il y a une faute de service qui a été commise, ou la victime peut aussi actionner ma responsabilité propre parce que j'étais en excès de vitesse. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle le cumul de fautes. Et donc, au final, ça se traduira par un partage de responsabilité. Admettons que la victime recherche ma responsabilité personnelle. Moi, je suis en droit ensuite de me retourner contre la collectivité pour la part qui est imputable à la faute de service. Inversement, si la victime recherche la responsabilité de la collectivité indemnisera la victime, mais ensuite la collectivité se retournera contre l'élu pour la part qui est imputable à la faute personnelle. Donc, au final, ça se traduit par un partage de responsabilité.
jurisprudence qui a donné lieu à cette notion de cumul de fautes du début du XXe siècle. C'était le cas d'un administré, un usager qui s'était présenté dans le bureau de poste de la commune. Et les policiers avaient avancé la pendule et avaient fermé un peu plus tôt que prévu, que l'horaire légal. Et notre pauvre administré, ne voulant pas dormir dans le bureau de poste, il a tenté sa chance par une porte de service. Malheureusement, il tombe sur des receveurs de la poste qui, le prenant pour un malfaiteur, l'ont passé à tabac. Pas de bol. Quand c'est pas votre jour, c'est pas votre jour. Eh bien, là, on a considéré qu'on était en présence à la fois d'une faute de service et d'une faute de... Et que donc, il a son choix, actionner la responsabilité des PTT ou la responsabilité des postiers. On était en présence à la fois d'une faute de service et d'une faute personnelle. Et au final, ça se traduira par un partage de responsabilité entre les postiers fautifs et l'administration. Alors, un exemple qui concerne une commune, c'était un agent d'une caisse des écoles qui commettait des détournements. En fait, il falsifiait des bons de commande pour faire des achats informatiques pour ses besoins personnels. Évidemment, la commune n'avait pas connaissance de ces achats et elle ne payait pas les factures. Le fournisseur en question, à un moment, va voir le maire en disant « mais je ne comprends pas, j'ai des factures qui sont impayées ». Et le maire découvre à cette occasion qu'il y a un agent qui est indélicat, qui a falsifié des bons de commande pour ses besoins personnels. Le maire réprimande l'élu, le maire réprimande le fonctionnaire, mais sans plus. Tant et si bien qu'il récidive et rebelote. Et l'entreprise, cette fois, revient voir le maire en disant « mais je ne comprends pas, je croyais que ce problème était réglé, j'ai de nouveau des factures qui sont impayées. Qu'est-ce que vous faites dans votre commune ?» Et cette fois, l'entreprise actionne la responsabilité de la commune. Et le Conseil d'État, dans un arrêt en 2012, donne raison à l'entreprise. Pourquoi? Parce que le juge dit « oui, il y a une faute personnelle de la part de l'agent qui a commis des infractions pénales en falsifiant donc des fonds d'écriture, en falsifiant les bons de commande. Pour autant, il y a une faute de service de la part de la collectivité qui n'a pas été suffisamment vigilante, qui n'a pas exercé son pouvoir disciplinaire contre l'agent, qui n'a pas exercé son devoir de surveillance sur l'agent, alors que les premiers faits lui avaient déjà été relatés. Et donc, du fait de cette faute, on va permettre à l'entreprise d'actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'agent. D'accord? Mais là où j'attire votre attention, comme la collectivité a elle-même commis une faute en n'exerçant pas son pouvoir de surveillance sur l'agent, alors qu'elle avait été informée de premiers faits, eh bien, elle ne pourra pas demander à l'agent l'intégralité des sommes qu'elle a versées à l'entreprise, puisque ça se traduira par un partage de responsabilité entre la commune et l'agent qui a été indélicat. Donc là, première notion, cumul de fautes. Deuxième notion, alors ça se complique un peu, j'attire votre attention, je vais essayer d'être le plus clair possible. La notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, que c'est. Alors ici, il ne s'agit pas de répondre à une situation concrète. Le cumul de fautes, ça répond à une situation concrète, c'est-à-dire qu'effectivement, le même dommage peut trouver sa source dans plusieurs causes. Là, il ne s'agit pas de répondre à une situation concrète, il s'agit pour le juge de permettre la juste indemnisation de la victime. Alors pourquoi le juge en est arrivé à la création de cette notion? On a vu faute personnelle qui est une responsabilité, c'est la responsabilité personnelle de l'élu. Or, un élu, un fonctionnaire, c'est pareil, ça, c'est une personne physique qui a un patrimoine personnel qui est limité. Et même si l'élu vend sa maison, même si l'élu fait un emprunt, ça ne suffira pas nécessairement pour verser l'intégralité des dommages qui sont dus, des dommages et intérêts qui sont dus à la victime, qui peuvent être relativement conséquents, notamment lorsqu'il y a des blessures graves. Donc, on se retrouvait dans la dialectique suivante, que plus la faute était grave, et moins la
victime avait de chances d'être indemnisée parce qu'elle se retrouvait face à une personne physique. Et donc, pour pallier cet inconvénient, le juge a créé la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, l'élu a commis une faute personnelle. Cette faute, elle a été accomplie dans l'exercice de ses fonctions ou grâce à ses fonctions. Et donc, on permettre à la victime, dans tous ces cas-là, d'actionner la responsabilité de la collectivité. Si je reprends mes exemples de tout à l'heure, le maire qui avait fait fermer un établissement recevant du public pour éliminer un concurrent, c'est une faute personnelle, on est d'accord. Mais cette faute personnelle, elle n'a été rendue possible que parce qu'il est maire. S'il n'avait pas été maire, il n'aurait pas pu accomplir cela. Et donc, on va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la commune. D'accord? Idem pour le président d'OPHLM qui est indélicat. C'est grâce à ses fonctions qu'il a pu accomplir de telles indélicatesses. Et donc, on va permettre aux victimes d'actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre lui. À la différence de la première hypothèse, où il y avait un partage de responsabilité, ici, il n'y a pas de partage de responsabilité. C'est-à-dire qu'une fois que la commune a indemnisé la victime, elle a le devoir de se retourner contre l'élu contre l'élu fautif pour demander l'intégralité de la somme qu'elle a versée à la victime. Parce que la commune, elle, n'a pas commis de faute. Mais, évidemment, si l'élu n'est pas seul pour indemniser la victime, il ne sera pas plus solvable pour rembourser la collectivité. En fait, au travers de ce mécanisme, de cette notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un transfert du risque d'insolvabilité de l'élu de la tête de la victime sur la collectivité. C'est-à-dire que le risque d'insolvabilité de la personne fautive, plutôt que de la faire peser sur la victime, on le fait peser sur la collectivité. Alors, c'est une chose qui va extrêmement loin. La semaine dernière, j'étais devant les maires de l'Oise, et dans l'Oise, dans le département de l'Oise, il y avait eu une affaire qui est ancienne, hein, qui concernait un gendarme de l'Oise, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un téléfilm avec Guillaume Canet. La prochaine fois, je viserai le cœur, pour ceux qui ont vu le film. Quels sont les faits? C'est un gendarme de l'Oise qui avait commis une série de crimes sur des jeunes femmes dans les fins des années 70, début des années 80. Alors, il commettait les forfaits non pas avec son arme de service, non pas avec ses véhicules de service. Il était en dehors de l'exercice de ses fonctions. Donc, il ne commettait pas ses forfaits pendant ses fonctions. Et néanmoins, la responsabilité de l'État a été engagée sur la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était chargé de l'enquête. Donc, il savait où les enquêteurs, dans quel secteur les enquêteurs dirigeaient leurs recherches, et il avait pu continuer à commettre ses forfaits grâce à ses fonctions. Et donc, le juge a considéré qu'il s'agissait d'une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Un autre exemple, c'est la jurisprudence qui a donné lieu à cette notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Ça se passe dans une commune du sud-ouest de la France, une fête au village qui attire chaque année beaucoup de monde. Et il y a une attraction qui attire particulièrement du monde, une attraction qui consiste aux participants avec des fusils de dégommer des cibles flottantes qui sont sur la rivière. Et chaque année, ça attire beaucoup de monde. Sauf que cette année, on a oublié un petit détail, c'est que de l'autre côté de la rive, on a aménagé un lieu de promenade. Et vous avez les promeneurs qui, de l'autre côté de la rive, entendent les balles fusées. On en fait état au maire, et le maire va voir les tireurs en disant « visez bien les cibles, attention de ne pas viser de l'autre côté ». Donc, vous imaginez ce qui est arrivé, ce qui devait arriver arriva, et une passante qui était de l'autre côté avec son mari est touchée en plein visage et est grièvement blessée. Donc le maire, il est poursuivi au pénal, il est condamné au pénal pour blessure involontaire, et sur le plan de la responsabilité civile, il s'agissait de savoir s'il avait commis ou non une faute personnelle. Sous l'impulsion du commissaire de l'époque, certain Léon Blum, eh bien, le juge va considérer qu'effectivement, le maire avait bien commis une faute personnelle en ne délimitant pas un périmètre de sécurité. Donc oui, il y avait une faute personnelle de la part de l'élu, donc ça voulait dire en principe responsabilité personnelle de l'élu. Sauf que le Conseil d'État
et dit il y a une faute personnelle, mais cette faute personnelle, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Donc, on va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite, dans un second temps, à la collectivité de se retourner contre l'élu fautif. Et qu'en fait, au travers de cette notion faute de service, faute personnelle, on voit que la frontière entre les deux, elle n'est pas toujours évidente, et que vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions, y compris si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel. D'accord? Est-ce que j'ai été clair sur ce volet responsabilité civile? Est-ce qu'il y a des... été clair. Dites-nous quand on peut poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je sens que là, il y a des demandes de questions. Je ne sais pas pourquoi, Oui. je devine. Allons-y. Nathalie Boudoul-Mer à Berbezy, tous les risques, toutes les fautes personnelles dont vous nous avez parlé, peuvent-elles être aussi... Est-ce que les adjoints peuvent être mis en cause? Alors, je vais en venir tout à l'heure sur les adjoints. C'est la deuxième partie, on va en parler. Alors, je suis patiente. Alors, on continue. S'il n'y a pas d'autres questions, avez-vous d'autres questions? Je vous rappelle que vous avez le chat aussi pour le fil de discussion pour vous exprimer. Hein. C'est Alors, bon? Allez, on continue. C'est parti. Donc, le deuxième volet, c'est au niveau de la responsabilité pénale. Alors, le code pénal, qu'est-ce que c'est? C'est un livre dans lequel vous pouvez découvrir les valeurs qui sont défendues par la société, ce qu'on appelle les valeurs sociales protégées. En effet, derrière chaque infraction du code pénal, vous avez une valeur sociale protégée. Lorsque le code pénal réprime le vol, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? Le droit de propriété. Lorsque le code pénal réprime le délit de favoritisme, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? L'égalité de traitement entre les candidats. Lorsque le code pénal réprime l'homicide et blessures involontaires, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? Eh bien, la vie et l'intégrité physique. Donc, derrière chaque infraction du code pénal, il y a une valeur sociale protégée. Et qui c'est qui est pénal? Ce sont ceux qui ont porté atteinte à ces valeurs, soit en étant hostiles à ces valeurs, c'est le cas des infractions intentionnelles, soit en étant indifférents à ces valeurs, c'est le cas des infractions non intentionnelles. Or, vous, lorsque vous vous engagez dans un mandat, c'est pour servir l'intérêt général et c'est pour défendre les valeurs défendues par la société. Donc, être mis en cause pénalement, c'est être placé en porte-à-faux par rapport à votre engagement. Donc, c'est vrai que la responsabilité pénale, c'est quelque chose de particulier parce qu'on va venir vous dire, vous avez porté atteinte aux valeurs défendues par la société, soit de manière intentionnelle ou de manière non intentionnelle pour certaines infractions, et donc, vous êtes tout de suite placé en porte-à-faux par rapport à votre mandat. Alors, quels sont les chiffres? J'ai dit tout à l'heure que la assureur des collectivités locales et des élus, donc nous avons des élus qui nous déclarent chaque année être mis en examen pour tel ou tel fait. On comptabilise. Comme tous les élus, les fonctionnaires ne sont pas encore assurés chez nous, on élargit notre champ d'observation et on l'élargit sur les bases de données de jurisprudence et sur une veille sur Internet. Alors c'est là où j'attire votre attention. En 95-2001, forcément, il y avait des données auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Donc il y a nécessairement un effet déformant des chiffres que je vous présente compte tenu de notre méthode de recensement. Alors, aujourd'hui, on n'est pas encore exhaustif, il y a forcément des trous dans la raquette, mais on est quand même beaucoup plus proche de la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous voyez que ce n'est pas à la baisse, c'est plutôt à la hausse en termes de poursuite. Ceci, je ne suis pas là pour agiter le chiffon rouge du risque pénal pour venir vous faire peur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rapporte le nombre d'élus poursuivis à l'échantillon total des locaux, il y a plus de 500 000 élus locaux, ça vous donne un taux de mise en cause pénale inférieur à 0,3%. Inférieur à 0,3%. Toute infraction confondue. D'accord? D'autre part, vous voyez, qui dit poursuite ne dit pas condamnation. Ce n'est pas parce que vous faites l'objet d'une plainte qu'automatiquement il y aura condamnation. Heureusement. Heureusement.
Donc, vous voyez que, grosso modo, 6 élus locaux sur 10 qui font l'objet d'une poursuite bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Qui dit poursuite ne dit pas condamnation, d'où le nécessaire principe de la présomption d'innocence. Alors, quels sont les motifs de poursuite pour lesquels vous êtes exposé? Les manquements devant probité, ça représente 35% du contentieux pénal des élus locaux. Alors, je passe parce qu'on va détailler. L'atteinte à l'honneur, là, c'est tout ce qui concerne la diffamation et les dénonciations calomnieuses. Alors, la diffamation, vous pouvez être aussi victime de diffamation dans l'exercice de vos fonctions. Attention, parce que si vous êtes victime de diffamation dans l'exercice de vos fonctions, vous avez 3 mois pour agir. Donc, le délai de prescription est assez bref. Donc là, les poursuites contre les élus locaux, ça va être notamment les cas de… lorsque vous prenez la parole en séance du conseil municipal, c'est une séance qui est publique. Donc, si vos propos sont jugés diffamatoires, vous pouvez faire l'objet d'une plainte pour diffamation. De même, lorsque vous prenez votre plume pour rédiger un édito dans le journal municipal, et si votre édito il est considéré comme diffamatoire, vous pouvez faire l'objet d'une plainte d'un opposant, par exemple, pour diffamation. Les atteintes à la dignité, donc vous voyez que ça représente un peu moins de 20% du contentieux pénal des élus locaux. Alors quand je dis moi, les chiffres là qui vous sont présentés, il faut garder à l'esprit que c'est 20% de 0,3%. D'accord. Donc les atteintes à la dignité, là c'est tout ce qui concerne les discriminations et les plaintes pour harcèlement moral. Je mets notamment des secrétaires de mairie qui ont porté plainte pour harcèlement moral contre le maire. Les atteintes à la confiance, c'est tout ce qui concerne les faux en écriture publique. Alors j'attire votre attention sur un point important, c'est que le faux en écriture publique commis par un agent public, c'est un crime passible de la cour d'assises. Alors la plupart du temps, on oublie la circonstance aggravante, ça va devant le tribunal correctionnel, mais il y a des cas où effectivement vous avez des élus qui ont été poursuivis aux assises. Il y avait eu une affaire qui concernait un maire et un DGS dans le Puy-de-Dôme, et c'est allé aux assises. Alors, un exemple de faux en écriture publique que vous pouvez commettre dans l'exercice de vos fonctions, c'est le conseil municipal des maires. On clôture la séance, on rédige le PV, et au moment de rédiger le procès verbal, on s'aperçoit, mince, on a oublié de délibérer sur ce point. Tout le monde est d'accord, et formellement, on rajoute sur le PV une délibération qui n'a pas été prise en séance du conseil municipal. D'accord? Juridiquement, c'est en écriture publique commis par un agent public. Tant que personne ne dit rien, ça passe comme une poste. Il suffit qu'un jour, quelqu'un dise « Ah oui, mais ce jour-là, la délibération n'a pas été prise en séance du conseil municipal » pour que ça puisse déboucher sur une procédure. Violence volontaire, là, c'est l'hypothèse, notamment des fois de conseils municipaux un peu houleux, où ça dérape un peu. Ça peut être aussi des situations, vous avez eu par exemple le cas d'un maire qui avait été poursuivi pour violence volontaire parce qu'il avait giflé un adolescent qu'il avait copieusement injurié. Donc là, l'élu avait été poursuivi pour violence volontaire. Bon, il a été relaxé au final, mais il avait dû se défendre parce qu'il avait giflé un adolescent qu'il avait injurié. Les violences involontaires, je ne détaille pas parce qu'on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Donc là, c'est toutes les hypothèses d'accident. Atteinte à l'environnement et l'urbanisme, ça représente moins de 3% du contentieux pénal. La semaine dernière, par exemple, vous avez un élu ou une commune qui a été condamné parce qu'ils avaient utilisé des produits phytosanitaires dans des zones sensibles. Donc là, il y a eu condamnation. Alors, je ne sais plus si c'est le maire ou la commune, dans l'espèce qui ont été condamnés. Atteinte aux libertés, ça représente moins de 3% du contentieux pénal. Et enfin, atteinte aux mœurs et à l'intégrité sexuelle. Ici, on va retrouver notamment les hypothèses de harcèlement sexuel. Et ça représente moins de 2% du contentieux pénal des élus locaux, moins de 2% de moins de 0,3%. Alors, on en arrive à votre question. Qui peut être déclaré pénalement responsable? Alors, évidemment, le maire. Le maire, il est en première ligne. Alors, il faut savoir que la responsabilité pénale, c'est une responsabilité très conviviale. C'est-à-dire que pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont être mises en cause. Pour vous donner un exemple, dans un accident du travail qui est survenu dans une commune, un agent qui était tombé d'une échelle,
Eh bien, pour cet accident, vous avez 11 personnes au sein de la collectivité qui ont été mises en examen. Donc, vous voyez, pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont être poursuivies. Alors, qui peut être poursuivi? Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, même sans délégation, peuvent engager leurs responsabilités, les fonctionnaires territoriaux et la collectivité, personne morale. La commune peut être poursuivie. Alors, on ne pourra pas la mettre en prison, on est d'accord, mais par contre, on pourra lui faire payer une amende. Et vous pouvez avoir des personnes qui sont poursuivies cumulativement pour la même affaire. D'accord? Alors, les adjoints, la question qui a été posée. Lorsque vous déléguez vos fonctions à un adjoint ou à un conseiller municipal, parce que vous pouvez aussi déléguer vos fonctions à un conseiller municipal, est-ce que vous transférez les responsabilités qui vont avec? A priori non, puisque lorsqu'on regarde le Code général des collectivités territoriales, qu'est-ce que nous dit le Code général des collectivités territoriales? Il nous dit que les délégations sont exercées sous la surveillance et sous la responsabilité du maire. Donc a priori, il n'y a pas de débat, c'est le maire qui reste responsable. Ce n'est pas aussi simple. Vous avez la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, elle applique un autre raisonnement. Et quel est le raisonnement de la chambre criminelle de la Cour de cassation? Eh bien, la Cour de cassation, elle considère que dès lors que l'adjoint a l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir sa mission, eh bien, c'est l'adjoint qui est responsable. Autorité, compétences, moyens. Et donc, c'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Si l'adjoint a l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir sa mission, c'est l'adjoint qui va être responsable. Si l'un de ces critères est faux, c'est le maire qui reste responsable. Notamment, un exemple très simple, ce n'est pas parce que vous avez délégué vos fonctions à un adjoint que vous n'êtes plus compétent dans le domaine que vous avez délégué. Vous pouvez très bien décider de continuer à intervenir dans le domaine. Vous n'êtes pas dessaisi. Mais si vous continuez à intervenir, c'est vous qui engagez votre responsabilité. Ce n'est pas l'adjoint. On est bien d'accord. Par contre, si l'adjoint est autonome dans sa délégation, il a l'autorité, les compétences et les moyens, eh bien c'est l'adjoint qui engage sa responsabilité. Et vous avez ici un arrêt de la Chambre criminelle du 4 septembre 2007 qui vous est proposé. Les faits sont les suivants. C'est une commune qui organise pour la fête de la musique une semaine de festivités. Vous savez, la fête de la musique, c'était la fête où on avait le droit d'être tous ensemble et bien serrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, j'espère qu'on va y revenir, même si j'ai vu qu'avant-hier, il y avait déjà eu des fêtes sans respect des règles sanitaires, mais bon, passons. Fête sur une semaine, festivités, soirée techno pour les jeunes de la commune. Qui dit soirée techno dit un peu de bruit, qui dit un peu de bruit dit riverain pas content, qui dit riverain pas content dit plainte pour tapage nocturne. Plainte nocturne qui est dirigée contre qui? Contre l'adjoint aux affaires culturelles. L'adjoint aux affaires culturelles qui est poursuivi au pénal, qu'est-ce qu'il dit pour sa défense? Monsieur le juge, je comprends pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Ma délégation a été exercée sous la responsabilité, nous dit le Code général des collectivités territoriales, sous la responsabilité du maire. S'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas moi, suivez mon regard. Vous noterez au passage que lorsqu'il y a des poursuites pénales, les majorités municipales peuvent avoir tendance à se fragiliser. Le système de défense de l'un pouvant consister à la patate chaude au voisin. Alors, à ce titre, j'ouvre une parenthèse. En matière d'assurance, vous avez certaines compagnies d'assurance, et non des moindres, qui proposent aux maires d'assurer sur leur contrat personnel l'ensemble de l'équipe municipale. Attrayant, puisqu'il n'y a qu'une cotisation, la cotisation elle est payée par le maire pour l'ensemble de l'équipe municipale. C'est vrai que c'est attrayant. Sauf qu'à l'usage, ça peut se révéler très dangereux. Pourquoi? Tout d'abord, on l'a vu que pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs élus qui vont être poursuivis. Je citais l'exemple de tout à l'heure, pour mon accident d'échelle, 11 personnes mises en examen. Comment va être calculé le plafond de garantie? Si le plafond de garantie est divisé par le nombre de personnes qui sont poursuivies, ça ne fera pas beaucoup à chacun pour se défendre. Première question que ça pose. Deuxième question que ça pose,
avec l'exemple qu'on vient de voir. Que se passe-t-il? Que se serait-il passé si le maire de la commune en question avait souscrit ce type de contrat? Mais ça voudrait dire qu'il payerait l'avocat de quelqu'un qui, à la barre du tribunal, vient le charger. La philanthropie, elle a quand même ses limites. Vous en conviendrez avec moi. Et troisième problème que cela pose, c'est que vous pouvez aussi avoir des litiges entre élus d'une même majorité au cours d'un mandat. Ça arrive. Et pour rien vous cacher, dans les Deux-Sèvres, dans une commune des Deux-Sèvres, eh c'est déjà à couteau tiré entre le maire et ses adjoints. Et dans ces cas-là, on fait quoi? S'il y a un litige entre des adjoints de la même majorité par rapport à ce type de contrat. Donc, vous voyez, vous aurez compris que ce type de contrat, ça peut être attrayant de prime abord, mais à l'usage, ça peut être très dangereux. Donc, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que répond la Cour de cassation dans cette affaire? Elle répond, monsieur l'adjoint, c'est bien vous qui êtes responsable parce que vous aviez l'autorité, la compétence et les moyens pour accomplir votre mission. Autorité, compétence, moyens. Donc, l'adjoint reste responsable, et ce n'est pas le maire. D'accord? Donc là, c'est une appréciation qui se fait au cas par le juge. J'attire votre attention sur un autre point, c'est qu'une mise en cause pénale peut intervenir plusieurs années après la fin de votre mandat. Et donc là aussi, ça va poser des questions en termes d'assurance. Pourquoi? Inondation de Vaison-la-Romaine. Vous vous souvenez de ce drame des inondations de Vaison-la-Romaine? Qui c'est qui avait été poursuivi? Je ne sais pas si vous vous souvenez dans cette affaire. C'était le préfet. Parce que les permis de construire avaient été délivrés avant les lois de décentralisation, d'accord? Et donc, avant les lois de fer de 1982. Et donc, c'est le préfet qui a les permis de construire. Quand on est venu le rechercher en responsabilité, il avait plus de 80 ans. Il avait plus de 80 ans. Mais pourquoi on est venu le rechercher en responsabilité? Parce que c'est lui qui avait délivré les permis de construire. D'accord? Alors, au tout bout, au final, sa responsabilité n'a pas été retenue, mais il n'empêche que c'est lui qui avait été mis en examen. Il avait dû se défendre. Et vous pouvez aujourd'hui prendre une décision. Cette décision, peut-être que pendant 10 ans, il ne va rien se passer. Vous terminez votre mandat. Pensez que c'est bon. Sauf que 10 ans après l'expiration de votre mandat, il y a un problème avec la décision que vous avez prise. Il y a eu un accident qui est lié à la décision que vous avez prise. Eh bien, le point de départ de la prescription, ce n'est pas le jour où vous avez pris la décision. Le point de départ de la prescription, c'est le jour où il y a les dommages qui ont été causés. D'accord? Et ces dommages, ils peuvent intervenir après l'expiration de votre mandat. C'est pour ça que SMAC l'assurance, dans son contrat, ne prévoit aucune limite dans la date de réclamation de la victime. C'est-à-dire que dès lors que vous étiez couvert pendant la période de garantie et que le fait générateur est relatif à un fait que vous avez commis pendant l'exercice de votre mandat, quelle que soit la date de réclamation de la victime, vous serez couvert par votre contrat. L'assurance, ce n'est pas le cas. Il prévoit ce qu'on appelle une garantie subséquente. Donc, il vous couvre 5 ans en général après l'expiration de votre mandat, mais ça veut dire qu'après 5 ans, vous n'êtes plus couvert. Donc, attention aussi à cette clause. Alors, les manquements de devoir de probité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'infractions particulièrement graves. Elles sont dans une partie du code pénal qui est classée dans une partie qui s'intitule « Crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique ». On trouve dans cette partie du code pénal quoi? L'espionnage, la haute trahison, le terrorisme et les manquements de devoir de probité commis par des élus. Ça peut paraître étonnant, mais pourquoi ce classement? Eh bien, pourquoi ce classement? Parce que nous dit le Conseil de l'Europe, dans une recommandation qu'il a rendue en 1999, lorsqu'un élu est malhonnête, non seulement il se discrédite, mais il discrédite aussi l'institution qu'il représente, et je cite toujours le Conseil de l'Europe, il sape les fondements même de l'état de droit. Donc, un élu ne peut pas demander l'exemplarité à ses concitoyens si lui-même ne la respecte pas. On est d'accord. Et donc, c'est pour ça que les manquements de devoir de probité, ils sont classés dans cette partie du code pénal. Donc, rien
en soi. Là où ça devient plus critiquable, c'est lorsqu'on rentre dans le détail des infractions. Pourquoi? Parce lorsqu'on rentre dans le détail de ces infractions, on s'aperçoit qu'il y a des infractions qui sont particulièrement redoutables parce qu'elles mettent dans le même sac des élus qui sont malhonnêtes avec des élus qui peuvent être de totale bonne foi. Et s'il y a une infraction sur laquelle vous devez être particulièrement vigilant, c'est le délit de prise illégale d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que le délit de prise illégale d'intérêt? Le délit de prise illégale d'intérêt, à lui seul, et la prévention des conflits d'intérêts, ça mériterait un module spécifique. Il y a un module spécifique sur ça. Mais j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est l'infraction pour laquelle vous êtes le plus exposé. C'est vraiment l'infraction numéro 1, pour laquelle j'attire votre attention tout particulièrement. En fait, quelle est la philosophie de cette infraction? C'est qu'on ne doit pas pouvoir suspecter qu'une décision que vous avez prise est polluée par un intérêt privé qui vous est personnel ou par personne interposée. L'intérêt de vos proches. Et si on peut suspecter que vous avez favorisé vos proches au travers d'une décision, eh bien, il peut y avoir un risque de poursuite pour prise illégale d'intérêt. Et il n'y a pas, si vous voulez, de définition dans le texte de savoir jusqu'où ça s'arrête, jusqu'où ça va dans le cercle de vos relations de vos proches. On ne vous dit pas, voilà, jusqu'aux parents à tel degré, il n'y a plus de problème. Non. C'est une appréciation qui se fait au cas par le juge. D'accord? Et ça peut être aussi, par exemple, des relations amicales. Des relations amicales, si vous avez favorisé des amis dans les prises de décision que vous avez prises, au titre de votre mandat, ça peut être constitutif de prise illégale d'intérêt. C'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Et si vous-même vous posez des questions, eh bien, dites-vous que d'autres pourraient aussi s'en poser. D'autres peuvent aussi s'en poser. Et c'est une infraction qui est d'autant plus redoutable qu'elle s'applique à tout type de décision. Ça peut être, par exemple, un marché public. Peut-être que parmi vous, il y a des chefs d'entreprise. Je ne sais pas. Il n'est pas interdit d'être chef d'entreprise et d'être maire en même temps. Heureusement. Hein? On est d'accord. Ce n'est pas une interdiction. Par contre, ça peut poser problème si l'entreprise du maire travaille pour le compte de la collectivité. D'accord? C'est là où ça peut poser problème. Peut-être que l'entreprise du maire, c'est la meilleure. Peut-être même que lorsque le maire fait travailler son entreprise pour le compte de la collectivité, ça va lui coûter de l'argent parce qu'il fait travailler son entreprise à prix coûtant. Et donc, il va perdre de l'argent. Peu importe. Il va y avoir prise illégale d'intérêt. D'accord? Là, je parle de l'entreprise du maire, mais c'est pareil pour l'entreprise du fils du maire, l'entreprise de la femme du maire, l'entreprise du cousin du maire, etc. Hein? C'est vraiment une appréciation qui se fera au cas par cas. Marché public, mais vous avez aussi toute la problématique des décisions d'urbanisme. Vous avez de nombreux élus qui ont eu des problèmes au niveau de la prise illégale d'intérêt, par exemple, s'agissant de l'implantation d'éoliennes sur leur terrain. Le passage de terrain en zone constructible. Autre exemple, le vote des subventions aux associations. En tant qu'élu, vous participez au vote d'une subvention à l'association dont vous êtes adhérent. Ça peut se traduire par des poursuites pour prise illégale d'intérêt. Vous voyez bien que c'est une infraction qui est piège parce que vous pouvez participer au vote de la subvention sans avoir conscience de commettre une infraction. Donc, attention. C'est pour ça que lorsqu'il y a le vote de subvention aux associations, en général, au sein du conseil municipal, c'est un jeu de chaises musicales. Il y a toujours un élu qui est concerné par telle ou telle association. Donc, il va sortir au moment du vote de la délibération. Autre exemple, le recrutement de proches. Bien, le recrutement de proches, c'est de la prise illégale d'intérêt aussi. D'accord? Y compris si le proche est en requise. Là, la Cour de cassation en mars, elle a confirmé une condamnation d'un maire qui avait recruté sa sœur comme directrice générale des services. Il n'était pas contesté que compétence requise. Mais ça a été considéré comme de la prise illégale parce que c'était quelqu'un de sa famille. D'accord? Un autre exemple, c'est un nouvel élu. L'ancienne municipalité avait embauché sa fille comme femme de ménage en CDD. Et donc, il posait la question suivante, il avait posé une question parlementaire.
La question parlementaire est la suivante. Est-ce que je peux renouveler le CDD qui a été embauché par l'ancienne municipalité? Réponse parlementaire, réponse ministérielle, non, risque de prise illégale. Donc vous voyez que cette infraction, elle est particulièrement redoutable parce qu'on peut la commettre sans avoir conscience. Et c'est ce sur quoi j'attire votre attention. C'est pour ça que la SMAC, en partenariat notamment avec Mairie 2000, nous avons édité un guide pratique qui aborde ces questions sous le prisme de la charte de l'île locale. Vous savez, la charte de l'île locale, c'est le document, c'est la première obligation que vous aviez en tant que nouveau maire. Lors de l'installation du conseil municipal, vous deviez la lire. Mais il ne s'agit pas de simplement la lire en début de mandat en disant ça c'est fait, c'est la suite. Non, il s'agit de la lire et de l'appliquer tout au long du mandat. Et ça, on a édité ce guide pratique pour vous permettre de déceler certains pièges et certains mécanismes dont, si vous n'avez pas nécessairement connaissance, peuvent vous placer au cours de votre mandat en porte-à-faux. Donc, s'il y a qu'un document que je vous invite à lire, c'est ce guide pratique qui vous est proposé, qui est librement téléchargeable. Il est gratuit, il est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Autre infraction pour laquelle vous pouvez être inquiété au titre des membres de votre probité, qui met aussi dans le même sac des élus malhonnêtes et des élus qui peuvent être de bonne foi, c'est le délit de favoritisme. Le champ d'application est plus limité parce que c'est uniquement en ce qui concerne les marchés publics. Mais là aussi, vous pouvez engager votre responsabilité pénale, même si vous n'avez pas voulu favoriser une entreprise. Vous avez pu simplement vous planter dans le pied du code des marchés publics. Et donc là, vous pourrez éventuellement engager votre responsabilité pénale. De même, si vous mettez tout en œuvre pour que ce soit une entreprise locale qui soit retenue. Il n'est pas interdit de retenir une entreprise locale, mais par contre, il faut pouvoir le justifier et le motiver objectivement parce que c'est elle qui a présenté la meilleure offre. D'accord ? Si vous faites tout et vous jouez avec les règles de mise en concurrence pour que ce soit l'entreprise locale, eh bien, vous ne serez plus dans les clous. D'accord ? Et il y a le délit de favoritisme qui pourra éventuellement être caractérisé. Alors, les violences involontaires. Les violences involontaires, ce n'est pas statiquement le contentieux pour lequel vous êtes le plus exposé. Par contre, les enjeux peuvent être relativement lourds puisque c'est la vie et l'intégrité physique qui sont en cause. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez engager votre responsabilité pénale en cas d'accident. Simplement, cette responsabilité pénale, elle est loin d'être automatique, fort heureusement. En fait, on distingue deux types d'auteurs. Les auteurs directs du dommage, ceux qui ont été en contact avec la victime. Donc là, pour eux, une négligence simple suffit à engager leur responsabilité pénale. Par contre, les auteurs indirects, ceux qui n'ont pas été en contact avec la victime, eh bien, il faudra une faute qualifiée. Donc vous, en tant qu'élu, vous êtes à 99,9% des cas, vous allez être considérés comme des auteurs indirects, et donc il faudra une faute qualifiée pour pouvoir engager votre responsabilité pénale. Cette faute qualifiée, de quel niveau est-elle? Soit vous avez violé un texte de loi qui impose une règle particulière de prudence ou de sécurité. Donc chaque fois qu'il y a une règle particulière de prudence ou de sécurité qui est imposée par la loi ou le règlement et que vous ne respectez pas ce texte, vous pouvez engager votre responsabilité pénale pour homicide involontaire si jamais il y a eu un accident mortel qui est survenu. Et le deuxième type de faute, c'est la faute qualifiée, c'est la faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque que vous ne pouviez ignorer. C'est-à-dire que là, il n'y a pas nécessairement violation d'un texte précis, mais vous aviez conscience du danger et vous n'avez pas pris les mesures qui permettaient de l'éviter. Là aussi, vous pourrez engager votre responsabilité. Bon, ça, statistiquement, c'est très minime, c'est moins de 3% du contentieux pénal des élus locaux. Je vais vous citer un exemple qui est assez illustratif du raisonnement que suit le juge en la matière. Ça se passe dans une commune du nord de la France, un plan d'eau. Vous avez un groupe de jeunes qui passent la soirée autour du plan d'eau, qui boit un peu plus que de mesure, puis à 11h du soir, ils décident d'aller piquer une tête dans le plan d'eau, et l'un des participants plonge la tête à la première et ne voit pas un muret qu'il y avait sous l'eau, et malheureusement heurte le muret avec la tête et devient tétraplégique. Et donc, il porte plainte contre le maire pour blessure involontaire.
le maire est poursuivi, le maire est condamné. Pourquoi le maire est condamné? Parce qu'on lui reproche de ne pas avoir signalé la présence du muret qui ne se voyait pas lorsqu'on était hors de l'eau. Alors on est d'accord, avec 2 grammes d'alcool dans le sang à 11 h du soir, même s'il y avait eu le panneau qui va bien, ça n'aurait pas nécessairement dissuadé la victime de sauter. On est d'accord. Par contre, ça aurait suffi à exonérer la responsabilité du maire dès lors qu'il avait signalé, il aurait correctement signalé la présence de ce muret. Alors pourquoi je cite cet exemple? C'est parce que ce maire, il était nouvel élu. Et une semaine avant ce deuxième accident, il y avait déjà eu un premier accident qui était survenu 2 jours à une enfant cette fois. Et le maire, il était poursuivi pour les 2 accidents. D'accord? Et pour le premier accident, le maire, il a été relaxé. Pourquoi? Parce que c'était un nouvel élu et le juge dit, pour ce premier accident qui est survenu 2 jours à un enfant, le maire ne connaissait pas la configuration des lieux, ne connaissait pas l'existence de ce muret, et donc sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée. Par contre, pour le deuxième accident qui est survenu une semaine plus tard, là, le maire ne pouvait plus dire qu'il ne savait pas, parce qu'il y avait déjà eu un premier accident. D'accord? Et donc, la responsabilité du maire a été retenue. Donc, c'est pour ça que dans les éléments de prévention à retenir, n'attendez pas l'accident pour engager les actions que vous pouvez engager tout de suite. N'attendez pas l'accident. Donc, engagez sans tarder les actions qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Par exemple, là, très concrètement, c'est signaler la présence du muret avec un panneau, peut-être même une ligne de flottaison. Définir des priorités d'action, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. Parfois, vous avez besoin de budget, vous avez besoin de programmer. Et bien, chaque fois que vous avez besoin de budget, chaque fois que vous avez besoin d'un programme d'action, d'accord, et vous engagez dans un suivi de ce programme d'action. En attendant de pouvoir prendre les mesures qui nécessitent un budget plus conséquent, n'hésitez pas à prendre des mesures compensatoires qui permettent de limiter la survenance du risque. Peut-être que là, ici, dans le cas que j'ai cité, il aurait fallu démolir le muret. Mais le muret, effectivement, ça nécessite un certain temps. Ça ne peut pas être fait tout de suite. Donc, en attendant que le muret soit démoli, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre un panneau informant de la présence de ce muret pour que les usagers soient informés de l'existence de ce muret. Referme dans le respect des consignes de sécurité par les agents, parce que vous ne pourrez jamais dire l'agent n'en faisait qu'à sa tête. Vous lui avez donné les consignes de sécurité, il ne les respecte pas. Si jamais il en survient un accident, vous ne pourrez jamais dire l'agent n'en faisait qu'à sa tête, parce que le juge vous répondra si l'agent n'en faisait qu'à sa tête, mais qui est le chef chez vous? Est-ce que c'est l'agent ou est-ce que c'est le maire? D'accord? Définir précisément le qui fait quoi et qui est responsable de quoi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, il y a eu 11 personnes qui ont été mises en examen au sein de la collectivité? Parce que c'était le flou artistique, on ne savait pas qui c'était qui était responsable de quoi. Et si on ne sait pas qui est responsable de quoi, en cas d'accident, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout le monde dans la charrette. D'accord? Tandis que si on sait précisément qui fait quoi, qui est responsable de quoi, tout d'abord, c'est vecteur de prévention, parce que c'est responsabilisant. Donc, si chacun sait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, eh bien, il sait que si jamais il y a un pépin, c'est sur lui que ça va tomber, donc il va être particulièrement vigilant. Et d'autre part, si malgré tout il y a un accident, le juge ne va pas mettre tout le monde dans la charrette, mais il sait précisément qui a été fautif. Au niveau de l'assurance, petit tableau récapitulatif. On a vu que la faute de service, c'est la responsabilité de la collectivité. Donc, s'il y a responsabilité de la collectivité, ce n'est pas votre contrat d'assurance personnelle qui va jouer, c'est le contrat d'assurance de la collectivité. D'accord? Et si vous êtes poursuivi au pénal sur la base d'une faute de service, parce que vous pouvez engager votre responsabilité pénale sur la base d'une faute de service, depuis un arrêté PAS de 1935, eh bien, la collectivité devra vous payer votre avocat. Ce n'est pas à vous de payer votre avocat, c'est à la collectivité de le faire alors que vous n'avez pas commis de faute personnelle. Et la collectivité, depuis la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, elle est tenue de s'assurer pour ce risque. Il y a une obligation d'assurance pour les communes au niveau de la protection fonctionnelle, avec prise en charge par l'État
de la cotisation jusqu'à un certain montant pour les communes de moins de 3 500 habitants. D'accord ? On attend encore le décret d'application. Si vous avez commis une faute personnelle, à ce moment-là, vous engagez votre responsabilité personnelle. Et je rappelle que vous pouvez engager votre responsabilité personnelle, y compris même si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel, notamment si le juge estime que vous avez commis une faute d'une particulière gravité. Donc, d'où l'intérêt pour vous, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé, de souscrire un contrat d'assurance personnelle. Et ce n'est pas votre avis qui il faut que vous souscriviez un contrat spécifique avec des montants de cotisation qui sont vraiment très modiques. Donc, ne faites pas l'impasse là-dessus. Vraiment, vous n'avez aucun intérêt à faire l'impasse sur ce contrat. Et si vous êtes poursuivi au pénal, pas de protection due par la collectivité s'il y a des poursuites. C'est-à-dire que vous payez votre avocat. Donc, le contrat d'assurance, il vous couvrira non seulement pour prendre en charge vos frais de défense, les frais d'avocat, mais il vous couvrira également si vous êtes condamné à verser des dommages et intérêts à la victime, dès lors, bien entendu, que vous n'ayez pas commis de faute intentionnelle. Parce que la faute intentionnelle, c'est une cause d'exclusion de garantie, forcément. Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Je vous rappelle que dans ce cas-là, la victime, elle a ce qu'on appelle un droit d'option. Donc, elle peut actionner à son choix la responsabilité de la collectivité ou la responsabilité de l'élu. Et donc, selon le droit d'option de la victime, eh bien, ce sera soit le contrat d'assurance de la collectivité qui jouera, soit le contrat personnel de l'élu. D'autre part, on a vu que dans ce cas-là, la victime elle peut actionner la responsabilité de la collectivité et ensuite la collectivité pourra se retourner contre l'élu. Si la collectivité se retourne contre l'élu, là aussi, le contrat d'assurance personnelle de l'élu pourra jouer dès lors que l'élu n'a pas commis de faute intentionnelle. Si l'élu est poursuivi au pénal, en cas de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, la collectivité ne doit pas lui payer l'avocat. C'est à l'élu de payer son avocat. Donc là aussi, d'où l'intérêt d'avoir son contrat d'assurance personnelle. Alors, les garanties de base que vous devez souscrire pour ce contrat d'assurance personnelle, encore une fois, je répète, ce n'est pas votre assureur vie privée qui vous couvrira, parce que là, c'est vraiment un contrat spécifique qu'il faut souscrire. Donc, c'est ce que propose notamment SMAC l'assurance au travers de son contrat sécurité élu. Vous allez avoir la protection juridique. Donc là, c'est l'hypothèse, ça va être la prise en charge essentiellement des frais d'avocat dont vous avez besoin pour vous défendre. La responsabilité civile personnelle, attention parce que vous avez certains contrats qui n'incluent pas une garantie de responsabilité civile personnelle, alors que le montant des dommages et intérêts peut être relativement conséquent, donc il est vraiment fondamental d'avoir cette garantie. Garantie individuelle accident, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez être victime d'un accident. En principe, c'est à la commune de vous indemniser. Et simplement, la commune peut vous opposer une faute qui limite votre droit d'indemnisation. Donc, la garantie individuelle d'accident vient en complément de ce que ne vous verse pas la commune. À côté de ces garanties fondamentales, vous avez aussi des garanties annexes qui sont intéressantes, qui vous sont proposées sur le marché. C'est le cas du contrat d'assurance et du contrat sécurité élu. Donc, vous pouvez par exemple avoir une garantie d'assistance psychologique, une garantie de reconstitution d'image, si notamment l'objet d'une campagne calomnieuse. Vous avez également des garanties d'assistance juridique qui sont à votre disposition, d'assistance aux personnes, de compensation des pertes de revenus professionnels si vous êtes mobilisé sur une crise sur votre commune et que vous avez dû cesser votre activité professionnelle. Donc tout ça, c'est vraiment un package avec, honnêtement, des cotisations qui sont très très modestes. Selon la taille de la collectivité, en plus, c'est vraiment des cotisations qui sont très modestes. Donc ne faites pas l'impasse sur ce type de contrat. La cotisation, par contre, doit être payée sur vos deniers personnels. Ce n'est en aucun cas à la commune de la prendre en charge. Sinon, ça serait une infraction. Alors, en complément de nos propos, vous avez un certain nombre de ressources qui vous sont proposées ici, donc le site de l'Observatoire notamment. Vous avez le rapport annuel de l'Observatoire. Tous ces documents sont téléchargeables gratuitement. Le rapport annuel, vous retrouverez tous nos chiffres et toutes les jurisprudences de l'année, les jurisprudences pénales. S'il n'y a qu'un document que vous devez lire, c'est la charte de l'élu local. Nathalie vous a mis le lien sur le chat, je crois. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez commander des exemplaires papier, vous pouvez le faire aussi sur notre site. C'est gratuit, là aussi, si vous préférez le papier plutôt que le format dématérialisé.
Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième partie? Allons-y. Donc, vous ouvrez votre micro ou alors vous les écrivez. Eh bien, n'hésitez pas. Cornac, adjoint à Sog. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, attendez, il ne va pas y avoir le micro. Gaston Chacornac, adjoint à SOG. Oui, je voulais savoir si on aurait des slides, si on pouvait les... Oui. Ouais, on peut? Votre association va vous les adresser. Je crois qu'elle l'a indiqué dans le fil de discussion. D'accord, excusez-moi, je n'étais peut-être pas là au début. On l'a peut-être dit au début. Non, non, mais il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour M. Brunet sur les questions de la Oui, bonjour. responsabilité? Bonjour. Bonjour, Joseph Boyer, je suis sur la commune de Sansac-le-Vieux. Bonjour. Bonjour. J'avais une question, en même temps j'ai la réponse, c'est sur la cotisation pour les élus, pour les conseillers, pour les simples, entre guillemets, pour les simples conseillers qui n'ont pas d'indemnisation en fait. Oui, Donc c'est quasiment un coût pour eux, charge oui, complémentaire. c'est une Donc je charge trouve que le complémentaire. Mais principe, alors, vous verrez que les cotisations, notamment dans les communes rurales, ça va chiffrer à moins de 15 € par an. d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne faites pas l'impasse sur ce type de contrat, ça ne vaut pas la peine de faire des économies de bout de chandelle. D'accord. Je vous remercie de votre réponse. Oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je rappelle, hein, pour ouvrir votre micro, en bas à gauche, le petit micro, le petit pictogramme, ou par écrit. Non. Non. Est-ce que le président Proriol est là? Est-ce qu'il nous entend? Oui, bien Eh bien, sûr. bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, Bonjour, on Monsieur va le vous Président. laisser peut-être le mot de la fin, puisque nous n'avons plus de questions. Mais je voudrais saluer l'orateur qui nous a maintenus pendant longtemps sous le charme et la compétence de sa parole. Et je trouve que c'était une émission très pratique où, avec des cas concrets, on arrivait peut-être à prendre plus conscience, nous, maires, des responsabilités qui peuvent nous tomber sur les épaules, avec des conséquences lourdes pour le maire, bien sûr, mais aussi pour sa famille, peut-être un peu lorsqu'il est effectivement traîné en justice. Et là, je crois qu'on a eu une bonne douzaine de cas intéressants. Merci. Et d'un autre côté, je puis permettre d'ajouter que j'ai une expérience de 58 ans de maire d'affilée. Je ne me suis pas trop trompé dans ce cas précis. J'ai exercé une prudence importante. Et votre expérience n'est pas la seule, heureusement. C'est pour ça que j'ai insisté sur nos statistiques. Moins de 0,3% des élus qui sont poursuivis. Donc, vous pouvez vous engager sereinement dans votre mandat. Et on a vu également que les juges font preuve également de bon sens. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a une plainte qu'automatiquement, au tout bout, ça se traduira par une condamnation. Alors, c'est jamais agréable. Hein, une procédure pénale, c'est notamment peut être lourd. Mais vous pouvez effectivement vous engager sereinement dans l'exercice de vos fonctions dès lors que vous appliquez les règles. Le but de cette intervention, encore une fois, c'était d'allumer certains clignotants parce qu'on peut engager sa responsabilité sans nécessairement en avoir conscience. Merci à tous ceux qui ont monté cette émission et j'espère que les maires de la Haute-Loire, mesdames et messieurs les maires, pourront en tirer des conclusions pratiques et qui peuvent, d'un autre côté, vous avez raison de le dire, qui peuvent les garantir un peu des précautions qu'ils prennent. Et maintenant,
on a, je crois, une panoplie d'expériences qui montrent quand même que, de temps en temps, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont des points de vue un peu différents. Et que ça, personne ne peut le deviner. C'est vrai. Bien, merci à tous. Alors, je vais vous donner rendez-vous. Ah, voilà, Monsieur le Président, on vous voit, je vous cherchais dans la mosaïque de visages. Non, je n'ai pas disparu. Non, je Je vous... vous vois. Non, mais au début, on n'avait pas la caméra. On vous donne rendez-vous, Cyrielle, c'est vendredi, je crois, sur les fondamentaux de l'intercommunalité à 17 Oui, h. c'est ça, vendredi, oui. Vendredi. Je coupe. D'accord, oui, on va envoyer de toute façon dès cet après-midi le support ainsi que le lien pour vers la charte D'accord. et le document. Et je rappelle que la visio était enregistrée, donc j'enverrai le lien. Voilà. Je t'enverrai le lien pour que tu puisses le mettre à disposition des élus. On enverra tout ça. La revoir en replay. Merci, au revoir. Merci, bonne mandature. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, à vendredi.